Salut à tous et bienvenue sur Wargamer TV. Dans cette vidéo, on va s'occuper du peuple des Eldar, des Eldari, tels qu'on les connaît maintenant, tels que le nom a été modifié par Games Workshop. C'est juste une histoire de propriété intellectuelle, ça ne nous regarde pas. En tout cas, le fait est que je vais vous refaire une mise à jour du lore en me basant sur le Codex 2025, donc celui qui va sortir prochainement. D'ailleurs, si vous voulez le commander, n'hésitez pas à passer par le lien MyUbiPlace, c'est un lien partenaire, moi ça me permet de soutenir mon travail. Et vous allez avoir une vision qui est vraiment centrée sur ce qu'il y a dans le codex. Donc, le fait est que, bien sûr, il y a d'autres publications qui sont sorties, que ce soit des romans de la Black Library, ou alors, évidemment, des bouquins comme Gathering Storm, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, mais là, on va aller sur cette version qui est la plus actualisée, et où on a quelques pistes sur la suite en fait de Gathering Storm, typiquement quand on parle d'Ivren, quand on parle des Inari. Là on va avoir un petit peu ce qui a découlé de tous ces événements, de l'ouverture de la cicatrice Maledictum, etc. Donc cette vidéo elle va s'adresser aussi bien aux débutants qui vont découvrir les Eldar que aux joueurs un petit peu plus expérimentés pour, par exemple, savoir mais qui est Lycis, qui est ce nouveau seigneur Phénix dont on n'avait pas entendu parler. Il y avait juste eu quelques petits bruits à un moment donné dans un petit passage, mais voilà, on ne savait pas vraiment beaucoup plus. Est-ce qu'on en saura vraiment beaucoup plus? Et vous le saurez en regardant la vidéo. Allez, c'est parti. Alors de façon très générale, les Eldari, c'est les elfes du futur. Voilà, on va pas chercher, on va pas se voiler la face en disant mais non, ça n'a rien à voir. Si, ce sont les elfes du futur. Ils sont grands, ils vivent beaucoup plus longtemps que les humains, ils sont beaucoup plus intelligents, ils ressentent tout de façon beaucoup plus poussée que les êtres humains, ils ont des oreilles pointues, voilà, ils sont arrogants, voilà, c'est les elfes du futur. Donc ces elfes-là, ces Eldari, du coup, vivent maintenant dans une parodie de ce qui était vraiment l'apogée de leur empire. À une époque, une fois que les anciens avaient disparu, ils ont plus ou moins légué la galaxie aux Eldar. Les Eldar contrôlaient l'ensemble de la galaxie et ils ne souffraient d'aucune comparaison, étant donné que, en termes de technologie, il n'y avait que les Nécrons qui pouvaient un peu faire jeu égal avec eux, mais les Nécrons étant partis en stase, ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes dans leur monde nécropole pour attendre que le temps passe, parce que pour eux le temps n'est pas un ennemi, au contraire le temps est l'ennemi de leurs ennemis, donc leurs amis, parce que eux peuvent attendre tout simplement que leurs ennemis disparaissent d'eux-mêmes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Eldar. Les Eldar, ils ont continué, alors je veux dire Eldar le plus souvent, parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de les appeler, m'en faudrait pas. Les Eldar, au fur et à mesure de leur existence, ils se sont aperçus qu'ils étaient bien meilleurs que tout le monde, qu'ils vivaient plus longtemps, qu'ils étaient plus intelligents, qu'ils n'avaient vraiment rien à envier à aucune autre race. De fait, les autres races n'étaient là que pour les servir. Alors même s'ils n'avaient pas vraiment à cœur d'asservir les autres factions, mais en tout cas, ils vivaient leur vie assez hédoniste, étant donné que personne ne pouvait leur dire quoi faire. Le principe aussi d'un corps d'Eldar, c'est de pouvoir ressentir les choses beaucoup plus intensément. C'est-à-dire que, aussi bien de par leur psyché, de fait qu'ils ressentent les choses plus profondément, donc on peut imaginer que l'amour, ce sentiment assez puissant chez les humains, est complètement décuplé chez les Eldar, que la haine aussi, et que tout ce qui est sensation, donc le toucher, le goût, le plaisir, la sensualité, tout ça, c'est extrêmement plus développé encore une fois chez les Eldar, donc ça peut les amener à des excès, et c'est exactement ce qui s'est passé. Leur empire étant à leur apogée, ils ont commencé à s'ennuyer, et puis à se livrer à la débauche, et ainsi de suite. De fil en aiguille, on s'est retrouvé avec des villes, des cités entières qui étaient soumises en fait à peut-être la nourriture, donc c'est-à-dire que c'était des grands banquets à ne plus finir, des orgies, de la violence, enfin toutes les caricatures qu'on peut avoir de ce qui peut exister pour l'humain, vous le prenez, vous le multipliez et vous le trouvez chez les Eldar. Alors, à ce moment-là, il y a certains parmi le peuple qui se sont dit mais on fonce droit dans le mur. Forcément, ça va mal se terminer. Et ces gens-là ont essayé de prendre un peu de recul avec la civilisation classique des Eldar. Et ces gens-là, c'est ce qu'on appelle maintenant les exodites. Donc tout simplement, ils ont décidé d'aller assez loin de l'empire des Eldar sur des planètes qui avaient été terraformées. Alors, le terme terraformé, du coup, est pas très bon parce que ça s'appuie sur la Terre, mais vous voyez l'idée, en fait, c'est ce qu'on appelle les mondes joyaux, c'est-à-dire que les Eldar avaient une technologie qui leur permettait de transformer des planètes inhabitables en planètes
très accueillante pour la vie et très accueillante pour leur peuple. Et le but, comme ça, c'était au fur et à mesure de coloniser en fait l'ensemble de la galaxie en ayant des mondes qui sont dédiés justement à ça et qui sont adaptés. C'est-à-dire que le but, c'est pas de venir et puis de construire un habitacle fermé pour être sur ce monde-là, un peu comme ce qu'on a du côté de l'humanité, où si la planète n'est pas apte à la vie, et bien du coup, on va s'enfuir sous la Terre, s'enfuir, les deux, ça marche, sous la Terre, ou dans des bases spatiales, ou dans des choses hermétiques. Non, là, le but vraiment, c'était de transformer l'écosystème et de créer peut-être même un écosystème pour que ces planètes soient habitables. Donc, ces mondes joyaux ont été occupés par les exodites, et en fait, eh bien, ils ont cherché à vivre le plus humblement possible, parce que, étant conscients des attraits qu'ils pouvaient avoir pour la violence, le sexe, enfin, toutes ces choses-là, on va les caricaturer, mais il y en a énormément, eh bien, ils se sont dit, on va essayer de vivre plus humblement, en accord avec la nature, pour ne pas tomber dans les excès de ce qu'on a vécu dans cet empire Eldar. De l'autre côté, il y a aussi en fait d'autres Eldar qui se sont dit, là aussi, nous, on pense qu'on arrive au bout et que cette civilisation est vouée à disparaître et à s'auto-détruire, et on veut chercher à s'enfuir. Et ils ont construit en fait ce qu'on appelle les vaisseaux-mondes. Donc les vaisseaux-mondes sont d'immenses continents volants. Alors c'est pas fait à partir de continents qui sont volés, mais ils ont la capacité en fait de sculpter à travers la moelle spectrale des vaisseaux, des armes, leur équipement, et la plupart de leurs vaisseaux sont issus justement de cette matière. Donc c'est une matière en fait qui est psychique, donc on peut par la pensée, par les pouvoirs psychiques, sculpter les choses, et on n'a pas besoin de manufacturer ou d'avoir un processus industriel pour construire ces choses-là. Donc les vaisseaux-mondes ont accueilli eh bien, tous les Eldar qui cherchaient justement à s'enfuir, mais qui ne voulaient pas non plus abandonner en fait leur mode de vie. Parce que les exodites, eux, on peut imaginer ça en caricaturant comme un retour à la nature. C'est-à-dire, on oublie la technologie, on ne fait qu'un avec la nature, et puis on ne veut plus entendre parler de l'Empire. Alors que eux, en fait, se sont dit, on va garder un peu notre mode de vie, mais on va l'exporter loin, et on va prendre avec nous le meilleur du côté social, du côté technologique, et puis on va l'emmener dans les étoiles en s'éloignant. Ce qui s'est passé, c'est que, bien évidemment, vous connaissez l'histoire, ou si vous ne la connaissez pas, à un moment donné, les dépravations des Eldar, eh bien, ont eu un écho énorme dans le Warp. Il faut savoir que dans le Warp, toutes les émotions donnent naissance à des entités qui commencent à accumuler de l'énergie, et plus cette émotion se renforce, et plus cette entité va prendre conscience d'elle-même, acquérir du pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on peut avoir avec, par exemple, la violence qui a créé Khorne, les pulsions de manipulation, de connaissances, etc., qu'ont pu créer Tzeentch, la maladie, la détresse, la création qu'ont créé Nurgle. Et en fait, dans ce panthéon divin, les Eldar ont créé Slaanesh. Slaanesh, le dieu des excès, le plaisir, la douleur, eh bien, vient justement du peuple des Eldar qui, à l'échelle de la galaxie, se répandait dans la débauche, la violence, le meurtre, toutes les sensations extrêmes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et voilà, ça a donné naissance à Slaanesh qui a pris conscience, et quand il s'est éveillé, l'éveil de l'assoiffé, tel qu'il est appelé, eh bien, il a fait disparaître l'ensemble quasiment du peuple des Eldar. Et en fait, l'origine ce point central se situait dans l'espace réel, au cœur de l'ancien empire Eldar, et c'est ce qui a donné l'œil de la terreur. Alors l'œil de la terreur, on en parle beaucoup moins maintenant, évidemment, parce qu'il y a la cicatrice maledictum, mais à l'époque, avant l'ouverture de la grande faille qui partage la galaxie en deux, eh bien, il y avait la zone de l'œil de la terreur, qui était un endroit où le warp, c'était une faille warp ouverte. Alors là maintenant, évidemment, avec la cicatrice maledictum, c'est quelque chose qui est très habituel, mais à l'époque, il faut se dire que c'était un point qui était vraiment très marginal dans la galaxie, et qui était justement craint parce que c'était un des points d'accès entre le warp et l'univers matériel. Eh bien, c'est l'endroit, ce centre-là, c'est l'endroit où se tenait le cœur de la civilisation Eldar, et l'endroit où Slaanesh s'est éveillé. Quand il s'est éveillé, il a aspiré l'âme en fait de tous les Eldar, quasiment, ceux qui étaient à sa portée, et n'ont survécu que les exodites et que certains Eldar sur des vaisseaux-mondes. Alors, il y avait aussi, j'ai oublié tout un pan, mais on vient. Il y avait aussi une autre façon de s'enfuir, ou plutôt. Alors,
En fait, je sais pourquoi j'y ai pas pensé, c'est parce qu'il y a tous les Eldar qui étaient en mode « Oh, ce qu'on fait, c'est pas très bien, peut-être qu'il faut changer un peu les choses. » Alors, très drastiquement avec les Exodites et plus modérément avec les Eldar des vaisseaux mondes. Mais il y a aussi ceux qui se sont dit « Ah non, mais c'est très bien, on va continuer la dépravation et on va se réfugier. On va pas se réfugier, mais on va habiter dans la toile. » La toile, en fait, c'est une intercouche qu'il y a entre l'espace réel et le warp. C'est un endroit qui n'existe du coup pas dans ces deux pans d'existence, mais qui est entre les deux, et que les Eldar, à cette époque-là, maîtrisaient parfaitement. C'est-à-dire qu'ils utilisaient en fait la toile pour se déplacer d'un point à l'autre, parce qu'on peut imaginer un petit peu comme des trous de verre hein, qui vont d'un endroit à un autre sur le millefeuille de la galaxie. Et les Eldar noirs, les Drukhari maintenant, eh bien eux en fait ont bâti en fait une cité, la cité de Commorragh, qui est à l'intérieur de la toile et qui est entre ces différents mondes, qui n'est pas dans l'univers réel, qui n'est pas non plus dans le warp, et ils ont continué en fait leur dépravation. Et quand Slaanesh s'est réveillé, eh bien il n'a pas eu accès aux Eldar noirs, donc aux Drukhari, parce qu'ils étaient dans cette zone qui n'est pas dans le warp, qui n'est pas dans l'univers réel, et donc Slaanesh n'a pas pu posséder leur âme. Donc voilà, donc c'est tout ce qui reste maintenant des Eldar, différentes factions. Alors, il y a encore une autre faction, ce sont les corsaires et les arlequins. Alors, les corsaires, c'est tout simplement, faut imaginer, les Eldar qui avaient envie de vivre un peu plus d'aventure et qui parcouraient les mers spatiales, hein, on y voit bien l'image du corsaire, hein, ça s'appelle comme ça, dans des vaisseaux, et ils étaient là pour partir un peu à l'aventure, faire des découvertes, etc. Et eux, bien sûr, comme ils étaient loin de l'épicentre de ce phénomène-là, eh bien, certains ont résisté, ne sont pas fait aspirer par Slaanesh, et ont pu comme ça survivre. Il y a aussi une autre faction. Cette faction, c'est les Arlequins. Les Arlequins, eux, en fait, ils vivent dans la toile, et en fait, eux, ils sont assujettis au dieu moqueur Ségorad. Alors là, c'est le moment où on peut parler un peu des dieux, le panthéon des Eldar. Alors, le panthéon des Eldar, c'est tout simplement leur histoire avant. Alors, est-ce que ça a existé ou est-ce que c'est simplement des légendes? Eh bien, dans l'univers de Warhammer 40 000, étant donné que les dieux existent, on va imaginer plutôt que, même si c'est raconté tel des légendes, eh bien, les dieux des Eldar ont vraiment existé. Alors, l'idée aussi, c'est que c'est des dieux, mais qui sont différents des dieux du chaos. Pourquoi? Parce que les dieux du chaos sont issus des vivants et de leurs émotions. Donc de l'immatériel, enfin, même s'ils naissent dans l'immatériel, dans l'immatérium, eh bien, ils viennent en fait des émotions du monde réel. Alors que le panthéon des Eldar, eux, eh bien, existaient avant que le peuple des Eldar existe. Donc, ils venaient forcément pas de leur émotion. Donc pour ceux qui aiment justement réfléchir un petit peu à ça, on peut se poser la question de que sont les dieux des Eldar à la base? Est-ce que ce sont un peu comme les dieux du chaos? Forcément non. Maintenant, ils ont pu se rencontrer, étant donné que ils ont été eux aussi vaincus par Slaanesh, donc forcément, ils pouvaient exister sur une sorte de même plan d'existence. Voilà. Mais en tout cas, bon, ça c'est une partie qui est assez obscure. Par contre, ce qui n'est pas obscur du tout, c'est l'histoire du panthéon des dieux Eldar. Alors, on commence avec Azurian, Vol et Ken, qui étaient les trois frères. C'est vrai que là, ça fait penser à... Je l'avais pas vu venir. Bon, ok. Donc, ces trois frères-là, en tout cas, voilà, j'ai pu me départir de cette image, mais bon, tant pis. Donc, on avait Azurian. Azurian, qui était le plus noble, le roi, un peu le dieu parmi les dieux, et qui était en charge de l'équilibre un petit peu du panthéon global. Voilà. Il avait à ses côtés Vol qui était le forgeron. C'est vraiment assez caricatural, hein, mais bon, en même temps, c'est pas plus mal, hein, si c'est trop compliqué des fois. C'est un peu aussi compliqué de comprendre. Là, c'est facile de se rattacher à ces histoires-là, et puis de se sentir un peu imprégné de ces choses-là. Ensuite, on avait Ken qui était le dieu du meurtre, et qui était bien sûr beaucoup plus belliqueux. Alors, histoire d'amour, allez, histoire d'amour, bien évidemment. Trahison, allez, trahison, bien évidemment. Donc, on avait, eh bien, dans un premier temps, Ken qui était amoureux de Lilith. Il était amoureux de Lilith qui était une fille hein, d'Azurian. Et malheureusement, Lilith, elle, n'était pas amoureuse de Ken, mais était amoureuse de Kurnus. Kurnus qui était le dieu chasseur. Et de leur union est né
à peu près rien, parce que ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, Curnus eh bien, s'est dit tiens, j'irai bien avec Isha. Et en fait, Isha qui était la mère. Alors en fait, dans le Panthéon, on a à chaque fois des triptyques comme ça. Donc on a Curnus, Hok et Ségorat. On verra tout à l'heure un petit peu ces personnages-là. Et on a Isha, Lilith et Morai Heik. Alors j'ai mon siège, hein, vous me connaissez. Pour en fait avoir la représentation de la femme sous différents aspects. C'est-à-dire qu'on a Isha qui est la mère, donc la mère créatrice, celle qui va créer la vie, donner la vie. Lilith qui est la dame, donc là c'est bien sûr tout le côté un peu plus amour, sentiment, sensualité, ce genre de choses. Et puis on a Morai Heik qui est la vieille déesse, qui est plutôt là la sagesse, le côté un peu sorcière, création, etc. Et eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Curnus, lui, qui était dans un premier temps avec Lilith, eh bien, est passé du coup avec Isha. Et avec Isha, de leur union cette fois-ci, est né Eldanesh, et Eldanesh qui a été le premier ancêtre Eldar, donc un peu comme Adam, si vous avez envie de faire une comparaison. Donc Eldanesh, eh bien, a communiqué, donc on est vraiment très proche de la mythologie hein, qu'on peut connaître, c'est-à-dire qu'il avait encore le pouvoir de communiquer avec, évidemment, son père et sa mère, qui étaient des dieux, mais lui-même n'était pas un dieu, lui-même était un Eldar. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, Lilith était jalouse. Et Lilith, sachant que Ken était amoureux d'elle, eh bien, elle a manipulé Ken pour qu'il s'en prenne justement à Curnus, à Isha. Donc, manipulation, voilà. Elle a bien sûr réussi. Et c'est là où ça a commencé à partir un petit peu en cacahuète. On peut dire ça comme ça. À partir du moment où c'est parti en cacahuète, eh bien, on a Azurian qui, lui, voyant ça un petit peu de loin, essayait de garder un peu l'équilibre et de garder le monde des dieux à part. Donc, ce qu'il a créé, c'est une scission afin que les Eldar ne puissent plus communiquer directement avec leurs parents ou leurs dieux. Et c'est alors comment ça peut se traduire? Je ne sais pas comment on peut imaginer ça. Est-ce qu'on peut se dire qu'à un moment donné... Enfin, j'ai du mal à me le représenter physiquement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, vous avez vos dieux, puis après, vous ne pouvez plus rentrer en contact avec eux, ils ne peuvent plus venir sur votre monde physique, peut-être qu'ils étaient restreints à un endroit spécifique, peut-être dans la toile, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus, je ne pense pas que ce soit plus évoqué que ça, mais en tout cas, on a quand même une belle vision des choses. Et Curnus et Isha, eh bien, ont décidé malgré tout de braver l'interdit et de quand même rentrer en communion, en communication avec leurs enfants, avec Eldanesh. Et en fait, ils pensaient que ça passerait inaperçu, que personne ne s'en rendrait compte. Mais Azurian s'en est rendu compte et bah, il a laissé en fait Ken faire comme il le sentait, donc laisser libre cours à sa colère, et on nous dit qu'il a torturé de façon horrible pendant des milliers d'années Curnus et Isha. Voilà. Toujours est-il que eh bien, les dieux n'ayant plus d'accès direct avec les Eldar, c'est justement ce moment-là où les Eldar ont commencé à partir dans leur dépravation. On peut imaginer qu'on a toujours cette notion de les dieux sont là pour avoir un peu les garde-fous et pour dire attention, vous allez trop loin, non, ne faites pas ça, respectez mes commandements, et qu'à partir du moment où eh bien, le peuple n'a plus de lien justement avec ces dieux, eh bien, hop, ils se mettent à aller dans les excès, et c'est ce qui a créé justement la naissance de Slaanesh. Donc quand Slaanesh est arrivé, il y a eu un combat d'anthologie avec Khaine, le dieu du meurtre, mais malgré tout, Ken n'a pas réussi à battre l'assoiffé, et en fait, il a explosé en milliers de petits morceaux qui se sont retrouvés dans les circuits d'infinité des vaisseaux mondes, donc c'est-à-dire dans ce qu'on peut appeler le cœur mécanique, spectral, imaginez comme vous voulez, des vaisseaux mondes, et c'est ce qui permet d'avoir des avatars de Ken, pour ceux qui connaissent, la figurine existe, bien évidemment, qui apparaissent de chaque vaisseau monde. Voilà, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Slaanesh a gagné. Alors, Slaanesh a gagné pour l'instant. Pourquoi? Parce que tous les dieux Eldar ont disparu, tous, pas tous. Il en reste 2. Alors, il y a le cas très particulier de Ségorat. Ségorat, après eux, qui est le dieu moqueur, lui, on nous raconte qu'il se serait enfui dans la toile pour justement ne pas se faire annihiler par Slaanesh. Alors, de son enseignement, eh bien, héritent les Arlequins, donc les Arlequins qui sont des Eldar qui vivent en fait un petit peu en marge de la civilisation des Eldari actuellement, mais qui maintiennent des liens, parce qu'en fait ce sont des, on peut dire des guerriers troubadours,
C'est-à-dire qu'ils sont là pour défendre la toile, parce qu'à l'intérieur de la toile, il y a aussi différents points d'accès, évidemment, mais il y a aussi la bibliothèque interdite. Et la bibliothèque interdite, c'est l'endroit où il y a tous les savoirs, en fait, alors censément de la galaxie, ou ce que vous pouvez imaginer, et qui doivent être gardés. Et ils sont gardés par les Arlequins. Et au-delà de ça, les Arlequins ont le devoir aussi de communiquer l'histoire et la légende du panthéon des Eldar, et de faire en sorte que leur peuple ne commette plus les mêmes erreurs. Alors ils vont avoir du mal, hein, vu comment ils sont peu maintenant, parce qu'il faut bien avoir ça en tête, c'est que la civilisation est plus que décadente, c'est-à-dire que c'est une civilisation qui est en déclin, enfin, qui est même au bout de son histoire, hein, quasiment. C'est vraiment comme les Eldar à la Tolkien, hein, on peut pas chercher plus loin l'inspiration. Et donc les Arlequins, eux, sont là pour communiquer avec les Drukhari, avec les Eldari des Craftworld, avec les Corsaires, avec les Exodites, pour toujours faire une représentation, pour leur raconter en fait leur histoire et que ce ne soit pas oublié. Et eh bien eux, en fait, pensent que Ségorrath va venir à un moment donné, et il y a une particularité, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, ou maintenant peut-être, c'est que, j'en parle maintenant, parce que j'ai peur peut-être de zapper après, c'est que les Eldar, actuellement, quand ils décèdent, eh bien leur âme est réclamée, leur âme normalement est immortelle, et avant que Slaanesh existe, leur âme eh bien, repartait dans le Warp, et dans le Warp, elle était recréée, et ils se réincarnaient. Le problème, c'est que depuis ce moment, et depuis Slaanesh, eh bien Slaanesh, en fait, il s'appelle l'assoiffé parce qu'il veut dévorer toutes les âmes de tous les Eldar de la galaxie. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'une âme se trouve dans le Warp, immanquablement, elle attire Slaanesh, et Slaanesh la dévore. C'est pour ça que maintenant, en fait, les Eldar portent des pierres-esprits, et que ces pierres-esprits, une fois que l'âme quitte le corps, eh bien, elle est aspirée dans la pierre-esprit, on récupère la pierre-esprit, et cette pierre-esprit, on va la mettre dans ce qu'on appelle le circuit d'infinité, c'est-à-dire un réseau d'esprit, d'âme, qui est au centre du vaisseau monde, et comme ça, leur âme peut vivre dans cette zone-là et continuer son existence immortelle, mais au sein du circuit d'infinité. Voilà, ça c'est pour les Eldar, enfin c'est pour les Eldar des vaisseaux mondes. Le fait est que pour les Arlequins, eux, ils ont une petite différence, c'est que eux ne portent pas de pierre-esprit, parce que eux sont persuadés, mais sans que c'était vraiment prouvé, que quand ils meurent, eh bien Ségorrath, leur dieu, se débrouille pour subtiliser cette âme, justement, pour pas qu'elle soit dévorée par Slaanesh. Alors ils ne savent pas comment, mais c'est ce qu'ils croient. C'est leur particularité. Ensuite, un autre dieu qui est très important maintenant, c'est Inid. Inid, c'est un dieu qui n'a pas d'existence, c'est-à-dire qu'il n'a pas existé à l'époque du Panthéon, mais c'est le dieu de la mort des Eldar, qui n'est pas éveillé. Alors, j'ai fait toute une vidéo sur Inid, sur comment il a été éveillé, comment il a été éveillé, justement il n'est pas éveillé, mais ce qui s'est passé, comment ça aurait pu changer vraiment le destin de la galaxie, c'est en rapport avec Eldrad Ultran, le plus grand prophète des Eldari. Donc je vous mets le lien, vous allez regarder en haut, comme ça vous regarderez la vidéo. On revient, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que maintenant Inid est un peu éveillé, en tout cas il a quelques bribes de conscience, et que ça a donné naissance à Ivren et aux Inari, qui est une nouvelle faction à part, et avec un nouveau mode de vie, et eux en fait, leur principe c'est qu'ils pensent que tous les Eldar doivent mourir pour que Inid naisse, parce qu'a priori la prophétie c'est que quand le dernier Eldar s'éteindra, et bien à ce moment-là, Inid naîtra et pourra retourner la force de Slaanesh contre lui-même pour vaincre l'assoiffé. Voilà. Et c'est ce que cherchent à faire les Inari. Maintenant, le fait est que, on va y revenir plus tard, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui partage beaucoup la société Eldar, parce que beaucoup pensent en effet que le prix est trop cher, enfin tuer tous les Eldar, même si on a vu quand même que chez les Inari, en fait, il y avait des éléments qui tentaient à prouver que oui, en effet, ce dieu existe, étant donné que, par exemple, le prince Iriel, c'est un personnage, c'est un corsaire, c'est très riche, hein, le lore Eldar, donc évidemment ça fait beaucoup de circonvolutions. Eh bien, il est revenu entre les morts, tout simplement par le pouvoir d'Inid. Donc c'est quelque chose de matériel qui existe en fait. Donc ça prouve l'existence d'Inid. Voire Ivren, elle est morte et ressuscitée par la puissance et l'incarnation d'Inid. On a aussi l'Incarne qui est l'avatar d'Inid, donc une fraction de
de son existence existe à travers l'incarne. Donc en tout cas, c'est une piste pour justement échapper à la damnation éternelle dans le ventre de Slaanesh, c'est d'être aspiré par Enid et puis de vivre dans une autre façon. Alors après, pour ceux qui se posent la question, pour les exodites, eux en fait, ils ont une sorte de circuit d'infinité qui est le noyau plus ou moins de leur planète. Alors c'est quelque chose d'autre qu'ils ont construit, ils ont mis des cristaux psychoréactifs qui, à leur mort en fait, prend leur âme est vivante, encore, éternellement, au sein de leur planète. Voilà, bon, jusqu'à ce que la planète soit détruite, bien évidemment. Mais voilà, c'est une autre façon de faire. Et pour les Drukhari, eux, par contre, eh bien, quand c'est fini, ça se passe mal, parce que là, il n'y a pas de pire esprit. Alors, c'était un petit peu long, mais comme l'ensemble du lore est vraiment basé sur le Panthéon, j'avais envie quand même de vous le détailler. Maintenant, ce qui se passe, c'est que à l'heure actuelle, eh bien, les Eldar des Vaisseaux Mondes se rendent compte qu'avec l'ouverture de la cicatrice Maledictum, eh bien, le chaos qui est l'ennemi principal des Eldari, eh bien, va sans doute triompher. Alors, ils ont suivi l'évolution des races inférieures, telles que l'humanité, et en fait, ils savaient que l'humanité allait sans doute commettre en fait les mêmes erreurs qu'eux, et que la dépravation dans laquelle allait se donner l'humanité allait forcément donner de la puissance au chaos, et ils ne se sont pas trompés, l'ouverture de la cicatrice Maledictum l'a montré. Alors, là, comme j'aime bien aller plus loin dans mes vidéos, il y a juste un point, enfin c'est pas juste un point, mais c'est un point qui me paraît vraiment important, c'est, on se rappelle, qu'est-ce qui maintenait la cicatrice Maledictum fermée, rappelle, parce qu'on a vu les vidéos, c'est les pylônes de Cadia. Et le fait que Abaddon ait détruit tous les pylônes, pas seulement ceux de Cadia, mais au sein de chaque croisade noire, en fait, il détruisait des planètes avec des pylônes, il a terminé par Cadia en beauté, et c'est ce qui a ouvert la cicatrice Maledictum. Les pylônes de Cadia, c'était un artefact, on s'en rappelle, Necron. Et en fait, les Eldar vivaient sur le fait que c'était leurs ennemis de toujours, à savoir les Necrons, qui les protégeaient de l'ouverture d'une faille warp géante qui divise la galaxie en deux. Et en fait, là, il y a quelque chose pour moi qui est gênant un petit peu, et je me dis, pourquoi les Eldar, étant donné qu'ils étaient là à l'époque avec les Necrons, en fait, l'origine, avant que justement Slaanesh apparaisse, les Necrons étaient en guerre avec les Eldar et les Anciens. C'est vraiment l'origine de la galaxie. En tout cas, c'est ce qu'on a de plus ancien dans les histoires de la galaxie. Donc c'était avant l'humanité. Ils étaient là, donc dans cette compétition. Et les Eldar ont triomphé des Necrons. Les Necrons se sont enfuis, sont cachés dans leur nécropole. Mais malgré tout, les Eldar, bien sûr, devaient avoir connaissance et sont censés avoir connaissance de l'utilité des pylônes, l'utilité de la noctilite. Et malgré tout, ils n'ont rien fait de plus efficace que ça pour lutter contre Abaddon. Alors, après, on a vu qu'à un certain moment, il y a des conseils, des pressions, etc., qui disaient « Ah oui, il faut absolument qu'on intervienne, Ultwé, Draintran, tout ça. » Mais je pense qu'ils auraient dû vraiment beaucoup plus se mouiller que ça pour défendre Cadia, par exemple, ou tous les pylônes, ou même encore mieux, créer leurs propres pylônes. Pourquoi compter sur la technologie de leur ennemi? C'est vrai, en fait, c'est juste ça qui me gêne, en fait. C'est que la technologie de leur ennemi leur permettait de laisser fermer la cicatrice Maledictum. Bon, maintenant que la cicatrice Maledictum est ouverte, eh bien, ils sentent que leur fin est proche, et la fin des Eldar s'appelle le Ranadandra. Donc, typiquement, si vous avez en tête le Ragnarok, ce genre de choses, on est sur le même type de cliché. C'est-à-dire que le Ranadandra, c'est leur légende, et leur légende qui raconte leur fin, la fin de leur race, tout simplement, et c'est tout simplement contre le chaos avec les Seigneurs Phénix. Les Seigneurs Phénix, c'est quelque chose de très important dans le lore, donc on a plusieurs Seigneurs Phénix. Alors les Seigneurs Phénix sont issus de l'aspect guerrier des Eldar. Suite à la chute, donc la chute, c'est le moment en fait où leur empire a été aspiré par Slaanesh, ouverture de l'œil de la terreur, les Eldar n'existent que sur les vaisseaux mondes, et bien ils se sont rendus compte que de toute façon, pour que ça ne se reproduise pas, et pour ne pas être aspiré, et pour ne pas retomber dans leur fanatisme sur toute leur dépravation, il fallait contrôler absolument leur vie. Et c'est ce qu'on appelle les voies. Donc il y a différentes voies, donc bien sûr, là comme c'est le côté martial, on va plutôt voir la voie des guerriers, mais en fait vous avez différentes voies, et le principe c'est que l'Eldar va se concentrer sur cet aspect de sa vie au détriment de tout autre. Rien d'autre ne va compter si ce n'est l'exploration de cette voie. Alors il y a énormément de choses à dire sur la voie des guerriers.
Après la chute, est apparu un Seigneur Phénix, Azurmen, et Azurmen qui est le premier Seigneur Phénix qui était un combattant extraordinaire. On peut imaginer quelque chose du level d'un Primarque, hein, si on est en train de se dire tiens, qui sont les plus puissants, quel est le level, etc. Moi je pense qu'on peut imaginer qu'un Seigneur Phénix c'est quelque chose qui est équivalent à un Primarque. Le fait est, voilà. Enfin, après, je sais pas si je le mettrais en dessous, au-dessus, c'est difficile, est-ce que ça a vraiment beaucoup de sens de savoir, je ne sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire, mais en tout cas, on peut imaginer que c'est de la même puissance. Azurmen était un combattant vraiment très compétent sur extrêmement beaucoup d'aspects différents de la guerre. Et ce qu'il s'est dit, c'est qu'il allait créer en fait des temples aspects. Le premier qu'il a créé, c'est le temple des Vengeurs. Et en fait, au sein de chaque vaisseau monde, il a voyagé pour enseigner son art et le transmettre à des guerriers aspects. Et parmi ces guerriers aspects, il y en a un qui se spécialise, alors vous me dites oui, mais il se spécialise déjà, mais qui se spécialise au point de ne plus pouvoir sortir de cette voie. C'est la voie de l'exarque. C'est-à-dire que si vous êtes un vengeur, donc c'est-à-dire vous êtes spécialisé sur un type de combat, eh bien à un moment donné, si vous n'arrivez pas à sortir de cette voie-là, parce que vous n'existez plus que pour ceci, en fait, ce qui n'est pas le cas des autres. Hein. Les autres, même s'ils ne font que ça, ils sont capables, à un moment donné, de dire « j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour cette voie-là, maintenant j'ai envie d'explorer une autre voie, et il faut que j'aille explorer une autre voie. » Parce que j'ai acquis toutes les connaissances que j'avais, j'ai étudié tout ce que j'avais étudié. Les exarques, eux, sont incapables de sortir de cette zone-là. Et ce sont les garants en fait des enseignements justement du Seigneur Phénix. Alors Azurmen a créé énormément de temples aspects, donc on va avoir tous les guerriers aspects qu'on connaît, et est apparu, et je ne sais pas exactement comment, ce n'est pas très précisé, mais des Seigneurs Phénix pour chacun des temples aspects. Alors, pas tous les temples aspects, parce que justement là, avant ce codex, on n'avait pas de Seigneur Phénix pour les araignées spectrales, alors que les araignées spectrales sont là depuis les débuts des Zelda, enfin du jeu, mais ils n'avaient pas de guerrier aspect, alors qu'on avait les dragons de feu avec Fuegan, les scorpions avec Karandras, les Banshees avec Jenzar, les ex-chasseurs avec Baharot et les Vengeurs avec Azurmen. Et ça manquait hein, pour les guerriers aspects qui étaient les araignées spectrales, et tout le monde se demandait mais pourquoi eux-mêmes n'ont pas de Seigneur Phénix. Alors, on peut parler justement de ce Seigneur Phénix. Lycis, alors c'est une Seigneur Phénix hein, qui est genrée. Le Seigneur Phénix, ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas une seule et même personne. C'est-à-dire que c'est... alors là, j'avoue que c'est un petit peu bancal. Je ne sais pas comment vous le présentez sans que vous trouviez ça un petit peu bancal. Le fait est que, si on prend Azurmen par exemple, à un moment donné, Azurmen, qui est un Eldar classique, eh bien, prend sur lui, de par ses compétences extrêmes, on peut imaginer hein, qu'il y a des individus comme ça qui sortent et qui ont beaucoup plus de compétences que d'autres, prend à lui de créer des temples aspects, d'aller sur tous les vaisseaux mondes pour répandre eh bien, la bonne parole, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il a un équipement qui, on va l'imaginer, surclasse les autres, de par... alors on ne sait même pas hein, comment il obtient cet équipement, mais en tout cas, au final, il va y avoir cette armure de Seigneur Phénix. Et ce qu'on nous dit, c'est que, immanquablement, à un moment donné, le Seigneur Phénix est vaincu, et que quand il est vaincu, eh bien, il y a un autre exarque, qui est l'exarque du temple auquel il correspond, c'est-à-dire que pour Azurmen, ça va être un exarque vengeur, qui va reprendre son armure, et redevenir Azurmen. Et à partir de ce moment-là, il y a une fusion en fait de l'esprit de l'ancien exarque, pour devenir Azurmen, et qu'il devient vraiment Azurmen, avec les souvenirs d'Azurmen, et son état d'esprit. Donc, ce qui est un petit peu... Alors, ce qui me gêne un petit peu juste, c'est qu'il faut retrouver l'armure. Bon, je sais pas comment il est mort, mais s'il s'est fait désintégrer, ou... Je sais pas, enfin, vous imaginez bien que... L'armure a été très impactée, voire l'armure a été complètement éradiquée. On peut imaginer qu'un Seigneur Phénix qui se prendrait, je sais pas, un rayon warp ou je ne sais quoi, enfin n'importe quel truc va décomposer l'armure. Et en fait, on nous dit que l'armure en fait se transmet. Et moi, je serais vraiment curieux de voir comment on peut transmettre l'armure et comment ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le côté où
Je sais pas comment l'expliquer, et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'explication. C'est TGCM un petit peu, hein, ouais, ce que je veux dire, genre, ah, c'est comme ça, pose pas trop de questions. Ah, dommage, moi j'aime bien poser des questions. Mais, en tout cas, c'est comme ça que vivent, de façon plus ou moins éternelle, ou de façon très ancienne, les seigneurs phénix. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur les figurines, vous dites, bah tiens, c'est vrai qu'il y a une différence de taille, etc. Là, le lore est un petit peu en contradiction avec ça, parce qu'on nous explique vraiment, hein, mot pour mot, que c'est l'exarque qui revêt l'armure. Alors, sa morphologie s'adapte à l'armure, mais voilà, il y a peu de raisons qu'il grandisse. Après, ça fait des figurines plus jolies et plus sympathiques, mais bon. Si vous voulez en discuter, discutez plutôt sous l'autre vidéo qui en parlait. Mais en tout cas, je cherchais s'il y avait une justification en termes de lore, et pour moi, le fait que ce soit le même exarque qui... il a une carrure d'exarque, donc pas de raison que ce soit plus grand. Mais ça fait des figurines plus jolies, donc c'est toujours un choix, et puis voilà, c'est un choix. Donc... On en revient à l'Ikis, parce que vous dites, bah ouais, l'Ikis, on n'en a pas entendu parler. Eh bien, l'Ikis maintenant existe, donc c'est une seigneur phénix, oui, c'est ça, seigneur phénix des araignées spectrales. Alors, à la base, je voulais vraiment faire la vidéo uniquement sur elle, pour vous dire tout ce qu'on savait sur elle. Mais, on en apprend tellement peu. Ah ouais, c'est décevant, je sais. Ah ouais, je vous sens déçu, mais je peux vous dire que je suis aussi déçu que vous. On en apprend extrêmement peu. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, en fait, elle n'est pas juste apparue là par magie comme ça parce qu'il fallait une nouvelle figurine. Non, 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 pas du tout. Elle apparaît... Enfin, c'est pas qu'elle apparaît, c'est que on a confirmé son existence que très récemment. Et le fait est qu'avant, de par son mode d'attaque, de déplacement, c'est-à-dire que les araignées spectrales voyagent à travers le warp pour aller d'un endroit à un autre, et bien en fait, on pouvait pas vraiment être sûr qu'elle existait parce qu'elle apparaissait, elle tuait, elle disparaissait. Donc au final, comme il n'y avait pas de spectateurs, ou de témoins plutôt, eh ben, on ne sait pas pourquoi la personne a été assassinée, comment cet ennemi a été vaincu, et comme à chaque fois le lore de Warhammer 40 000 est vu plutôt sous l'angle impérial, eh bien les forces impériales pensaient que de toute façon ce n'était qu'une légende et qu'il n'y avait pas de seigneur phénix pour les araignées spectrales. Là, le fait est qu'elle est apparue, je pense qu'on va la retrouver dans quelques campagnes à venir, j'imagine. En tout cas, eh bien maintenant, on a une preuve de son existence, donc oui, elle est reconnue, et en fait, bah, elle a toujours existé. C'est un peu comme les Votann, ils ont toujours existé, c'est juste qu'on ne savait pas qu'ils étaient là. Bah, là, c'est pareil, elle a toujours existé, c'est juste qu'on ne savait pas qu'elle était là. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? On apprend qu'elle a une arme extrêmement puissante, et que cette grande lame, eh bien, a la particularité de couper la réalité. Tellement c'est tranchant, c'est très tranchant, hein, ça coupe la réalité, voilà. Et que, au moment du Ranadandra, parce qu'en fait, ce qui est sympathique, c'est que le Ranadandra est lié intimement au Seigneur Phénix. Et la plupart, alors c'est pas détaillé, ou c'est peut-être détaillé autre part que dans le codex, mais là je l'ai pas dans le codex, on a une trame sur comment se passera cet affrontement final qui verra l'alliance de tous les Seigneurs Phénix. Donc tous les Seigneurs Phénix se rassemblent sous l'impulsion de Fuegan. Donc c'est Fuegan qui rassemble les Seigneurs Phénix pour cette bataille finale contre le chaos, et c'est Fuegan qui mourra le dernier, qui sera le dernier à mourir. Voilà, ça c'est, et avec lui s'éteindra l'univers matériel et le warp. Voilà, rien d'autre, la fin de toute chose, etc. Et, eh bien, l'Ikis a un rôle à jouer dedans. Donc, gros teasing de fou, l'Ikis sera la première à porter un coup au chaos. C'est tout, voilà, donc c'est tout ce qu'on connaît. C'est maigre, ouais, c'est un peu maigre, ouais j'avoue. Donc après, ce qu'on a aussi, c'est Baroth. Baroth, on sait que ce sera lui, par contre, le premier à mourir. Voilà. Donc on a Fuegan qui rassemble les Seigneurs Phénix, l'Ikis qui attaque en première, Baroth qui meurt en premier, et Fuegan qui finit par s'éteindre, et que c'est la fin des Seigneurs Phénix, c'est-à-dire que là il n'y aura pas de réincarnation ou de récupération d'armure, etc. Et que c'est un moment aussi où Segurath justement sortira de sa cachette et jouera un petit tour à Slaanesh pour faire triompher bien, le peuple des Eldar dans la mort. Donc est-ce que c'est compatible avec Enid? Est-ce que c'est deux voies différentes? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est là-dessus maintenant, c'est vraiment le nouveau lore en fait, il est basé dessus, il est basé sur cette idée qu'il y a une autre voie. Avant c'était le Ranadandra, le destin, donc le combat final, mais
eh bien, Enid apporte cette autre voie en disant mais il y a peut-être une autre, enfin il y a cette autre possibilité avec ce dieu qui du coup n'existait pas à une époque, ou en tout cas n'était pas matérialisé, et qui, de par la mort des Eldar maintenant, cherche à s'éveiller, ou s'est éveillé en partie grâce à Eldrad Ultran, et ne s'est pas éveillé à cause d'eux, vous le saurez si vous avez regardé là. Mais ça c'est assez fou, hein. Ça, enfin, moi c'est une vidéo que j'avais vraiment aimé faire, donc je vous invite encore à la regarder, je vous ai mis le lien tout à l'heure en haut. Mais en tout cas, voilà, c'est deux choses vraiment complètement différentes, parce que on peut imaginer que à travers cette mort des Eldar, du peuple Eldar, eh bien, ils pourraient tous se réincarner, étant donné que leur âme est immortelle, et que n'étant pas mangé par Slaanesh, et bien du coup, ils pourraient continuer à renouveler le cycle. Donc, au final, ça peut être assez cohérent. Voilà, ça c'est pour tout le côté les Seigneurs Phénix. Maintenant, on va regarder un peu les choses plus classiques, le combat, comment ça se passe chez les Eldar. Alors, les Eldar sont menés au combat par les autarques. Les autarques, c'est tout simplement en fait des individus qui ont fait le tour de la plupart des temples aspects. Et d'ailleurs, à ce propos, sachez qu'il y a certains temples aspects qui sont présents sur tous les vaisseaux mondes. Le plus répandu, ce sont les Vengeurs Lugubres. Et qu'il y a certains vaisseaux mondes qui ont leur propre temple aspect qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, pourquoi n'y a-t-il pas du coup forcément un Seigneur Phénix? Est-ce que les Seigneurs Phénix, d'où ils viennent? Est-ce que si ce temple serait plus répandu, il y aurait la création d'un Seigneur Phénix? On ne sait pas. Qui a forgé les armes des Seigneurs Phénix? On ne sait pas non plus. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments là-dessus. Le fait est que quand on est un guerrier aspect, mais qu'on réussit à triompher de son enseignement sans pour autant tomber dans la voie de l'exarque, eh bien, on devient un autarque. Et l'autarque, en fait, est très important parce qu'il a une vision parfaite des différentes compétences des guerriers qu'il a sous son contrôle. Et c'est ce qu'on demande, en fait, forcément, pour l'idée, en fait, une guerre. Et on nous dit que le peuple Eldar, lui, se bat de façon vraiment différente par rapport à ce qu'on peut imaginer dans l'Astra Militarum, parce que chaque force est créée pour une occasion donnée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée c'est pas d'être tout le temps en guerre, donc d'avoir des régiments, une organisation militaire, mais c'est de réagir à quelque chose. Là, il faut qu'on aille attaquer, là, il faut qu'on se défende, et quel est l'ennemi, quelles sont les forces dont on a besoin, et on va prendre un autarque pour essayer de composer une host. L'host Eldar qui va être composé justement des meilleurs éléments pour triompher de l'adversaire. Donc on a vraiment des forces ultra spécialisées. C'est pas comme, encore une fois, l'Astra Militarum qui va être un peu bon partout. Voilà, là on va avoir des surspécialistes qui vont exceller dans un domaine, et puis à chaque fois on va choisir le bon menu, la bonne alchimie entre ces troupes-là. Donc les autarques, voilà, qui lead un peu les forces des Eldar. Alors avant, à l'ancienne, c'était plutôt les grands prophètes qui menaient les armées, enfin surtout en termes de jeu, mais il n'y avait pas, l'autarque n'existait pas, donc c'est vrai qu'on avait cette notion de c'était les grands prophètes qui emmenaient leurs troupes au combat. Les grands prophètes, eux, ce sont ceux qui sont sur la voie du prophète. La voie du prophète, c'est l'utilisation des pouvoirs psychiques. Donc, ils utilisent leur grande capacité pour essayer de lire l'avenir. La plupart des grands prophètes se spécialisent un peu là-dedans. Ils vont essayer de deviner quel est le meilleur chemin à travers les fils du destin pour que leur peuple survive le plus longtemps possible. Gagne peut-être contre Slaanesh, ou en tout cas lui échappe le plus longtemps possible. Le plus grand de tous que vous devez connaître, c'est Eldrad Ultran. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, c'est la 3e référence. Maintenant, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, cette vidéo, elle est vraiment intéressante. Et vous avez aussi, donc voilà, ça c'était pour la voie du prophète. Alors je ne vais pas vous détailler toutes les entrées du codex, parce que c'est assez intéressant, mais au final, on n'apprend pas énormément de choses, mais vous avez, au-delà des guerriers aspects, les guerriers qui sont plus des conscrits. C'est-à-dire que chacun, dans un vaisseau monde, se doit, en temps de guerre, par nécessité, de revêtir l'armure du gardien. L'armure du gardien, c'est-à-dire de rentrer en guerre si on a besoin de lui. Donc ce n'est pas un guerrier aspect, il ne s'est pas spécialisé dans le combat, c'est un forgeron, c'est un musicien, c'est un cuisinier, mais les Eldar ont tellement de capacités innées que de toute façon ils sont plus forts que les humains, ils sont plus intelligents que les humains, ils sont plus rapides que les humains. Donc si on prend n'importe quel Eldari, si on lui met une armure qui est supérieure à celle d'un humain, on va en faire un combattant qui est meilleur qu'un combattant surentraîné des humains. Voilà, c'est un peu la logique. Et comme ils sont très peu nombreux, les guerriers aspects, vous imaginez bien que c'est pas une force combattante
énorme qui va pouvoir aller au combat, eh bien on a besoin en fait de ce soutien. Donc vous avez les gardiens qui peuvent être spécialisés corps à corps, spécialisés au tir, qui sont aidés par de la technologie, donc des plateformes d'armes lourdes souvent qui sont là pour porter des armes un peu plus conséquentes. On a aussi tous les véhicules, il y a énormément de véhicules chez les Eldari, donc il y a le magnifique Falcon, formidable, ça peut donner envie à des gens de jouer à Warhammer 40 000 et d'en faire leur métier, hein, ça c'est sûr. Le Falcon, magnifique figurine, magnifique, j'adore le Falcon. Donc voilà, les prismes de feu, on peut aller chercher un peu loin, mais en fait tout cela sont pilotés tout simplement par le personnel non militaire. Pas les guerriers aspects, mais encore une fois, je vous ai dit, toute personne qui a fait un peu son... Alors, je ne sais pas s'il y a cette notion de service militaire, mais est-ce qu'on leur apprend à faire la guerre ou de façon innée, ils sont tellement bons, les Eldar, que quoi qu'il arrive, ils vont pouvoir piloter de façon très efficace, viser de façon très efficace. Alors, je crois, mais là c'était pas dans le bouquin, mais dans un autre codex, je crois que j'avais lu qu'il y avait quand même une période où il se devait de allouer un certain temps justement pour se spécialiser, ce qui serait spécialisé, pour apprendre à se servir de leur arme. Voilà. Maintenant, une chose qui est très particulière aussi, ce sont les hostes fantômes. Les hostes fantômes, alors l'âme des Eldar est immortelle, et ce qui fait que les âmes qu'on a récupérées dans les pierres esprits, une fois que le guerrier est décédé, eh bien, on les met dans le circuit d'infinité et que parfois, on peut les ressortir. Alors, déjà, l'avantage, c'est qu'on va rebénéficier de l'expérience de la personne et puis on va pouvoir le renvoyer au combat. Alors, on ne peut pas réincarner, en tout cas chez les Eldar, on peut imaginer pas mal de choses, mais ce qu'ils ont choisi en tout cas, ce sont des constructs fantômes. C'est-à-dire qu'avec la moelle spectrale, que je vous ai déjà présenté avant, donc ce matériau qui peut être sculpté de façon psychique, eh bien on va construire des sortes de machines de combat bien plus grandes qu'un Eldar, bien plus résistantes, bien plus puissantes, qui peuvent porter des armes incroyables. Eh bien, on va mettre à l'intérieur de cette machine une pierre esprit, et c'est l'âme d'un guerrier. Et ce guerrier va se battre dans le corps mécanique, enfin dans le corps, je ne sais pas si le terme mécanique est adapté du coup, mais dans ce corps, dans ce construct. Voilà. Donc il y a différentes classes, il y a les gardes fantômes, c'est ce que vous devez connaître, qui sont les plus petits, qui sont en escouade de 5-6, voilà. Vous avez le seigneur fantôme. Le seigneur fantôme, c'est uniquement avec les meilleurs combattants. Et ces meilleurs combattants ont... Alors là, je trouve que ça tient un petit peu pas la route. Quand j'ai lu ça, je me suis dit... Je vois pas trop le délire. Comme ils ont une âme plus puissante, ils sont capables de manier un construct qui est plus grand. Ouais, bon, pour moi, ça a pas de... Ouais, allez, on imagine, mais c'est juste histoire de dire. Mais en fait, c'est pas la taille du construct qui doit être en rapport. S'ils arrivent à le faire bouger, que le bras il fasse 4 mètres ou 1,50 m ou 10 cm, il arrive à le faire bouger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, le seigneur fantôme. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez totalement, si vous avez envie, convertir votre seigneur fantôme à base d'un exarque. Moi, j'avais vu ça, il y avait des figurines qui avaient gagné Golem Démon, je me rappelle d'un seigneur fantôme scorpion, en fait, ce qui était vraiment magnifique. Je crois que c'était la French Shock qui en avait un comme ça aussi. Vous pouvez totalement vous dire, l'âme de ce seigneur fantôme, c'est un exarque Banshee par exemple, et du coup, comme le seigneur fantôme, vous pouvez l'équiper soit tir, soit corps à corps, vous essayez de convertir, mettre des petits fanions derrière pour avoir un masque de Banshee, peut-être, je ne sais pas, les mandibules du scorpion, mais c'est totalement crédible, et je vous invite à faire de la conversion et à personnaliser comme ça votre figurine, et vous n'avez pas juste un seigneur fantôme que vous jouez pour ses capacités, mais vous avez voulu trouver un nom, Hale Kekatok, qui est l'exarque Banshee que j'avais à l'époque et qui du coup est mort dans une bataille et revient dans un seigneur fantôme. Enfin, vous voyez, il y a vraiment moyen de raconter des histoires. Ensuite, comme il faut toujours un petit peu plus, mais c'est une très très belle figurine, on a le chevalier fantôme. Le chevalier fantôme, là c'est un petit peu particulier, donc c'est une classe de petits titans, ça correspond aux chevaliers impériaux, c'est l'équivalent des chevaliers impériaux tout simplement chez les Eldar. Donc là, c'est assez spécifique, parce que non seulement il est piloté par une pierre esprit, mais par un vrai pilote. Donc on a un vrai Eldari qui est à l'intérieur et qui le pilote en plus de la pierre esprit. Et ça ne s'arrête pas là, ça va beaucoup plus loin, c'est que ce sont des jumeaux. Et c'est la seule façon d'avoir cette alchimie qui permet de manier une machine de guerre aussi incroyable que le chevalier fantôme. C'est qu'il faut un frère et son frère décédé qui
qui continuent à vivre de leur union, en fait. Donc on imagine bien que l'union entre deux jumeaux est beaucoup plus puissante que ce que vous pouvez connaître si vous avez un jumeau. Enfin, je sais pas, je n'ai pas de jumeau, je sais pas ce qu'on ressent. Mais d'ailleurs, ça me fait me poser la question de ce qu'on ressent, je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est la nécessité, il faut ceci. Alors là, c'est pas remis, mais je sais qu'à une époque, en fait, quand le Chevalier Fantôme était sorti, on nous racontait que c'était lui qui était capable d'aller chercher en fait les pierres esprits, et que c'était parce qu'ils allaient les chercher dans une dimension à peu près du warp, etc., et qu'il fallait un construct aussi puissant, et que c'était leur raison d'être au final. C'était pas juste de faire une grosse figurine pour la vendre et puis faire un équivalent au Chevalier Impériaux parce que ça se vendait bien, non, rien à voir. C'était parce qu'il fallait justifier la capacité des Eldar à récupérer des pierres esprits. Voilà, ça c'est petite goodies en plus. Allez, cette vidéo va être très longue, mais tant mieux, hein, vous aimez ça, hein, vous aimez quand tes vidéos sont longues, donc venez pas me dire que la vidéo est trop longue, hein, parce que vous venez toujours me dire « Ouais, ta vidéo, elle fait que 30 minutes, moi je voulais un peu plus, j'ai pas eu le temps de finir de passer l'aspirateur, tout ça. » Donc là maintenant, je vais vous parler des différents vaisseaux mondes les plus connus. Donc, dans les vaisseaux mondes, évidemment, il y en a énormément. Alors, on ne sait pas quel nombre il y a, mais en fait, on s'entend quand même qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, est-ce que beaucoup, c'est 100? Est-ce que beaucoup, c'est 20? Est-ce que beaucoup, c'est 1000 ou plus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ceux qu'on connaît, il y a Ultwé. Ultwé, la maudite, ça c'était un vaisseau monde qui était très proche de l'œil de la terreur et qui s'était donné comme mission de surveiller l'œil de la terreur. Alors, juste là aussi, c'est pareil, pour aller un peu plus loin, moi je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi est-il si proche de l'œil de la terreur? Parce que s'il est si proche de l'œil de la terreur, il aurait dû se faire aspirer aussi dans l'œil de la terreur quand la soifée s'est éveillée. Donc voilà, bon, peut-être que c'était le plus proche qui ne s'est pas fait aspirer. Mais en tout cas, ce qui est assez important à noter, c'est que sur ce vaisseau monde, eh bien, la divination est extrêmement importante. C'est là où il y a les plus grands prophètes, les plus grands prophètes, et qu'ils ont les plus grandes capacités à délier un peu les fils du destin. On a aussi beaucoup de manipulations de leur part, c'est-à-dire que c'est le vaisseau monde qui est connu pour être à l'origine de beaucoup de petits tirages de ficelles, c'est-à-dire, tiens, les humains, on va leur dire qu'il se passe ça, puis comme ça, ils vont aller taper les orques qui sont là-bas, comme ça, nous, on n'y va pas, on se mouille pas les mains, et puis voilà, ils font le travail. Pareil, les tyrannides, peut-être qu'on peut détruire un peu ces planètes-là pour les emmener là-bas, comme ça, ils vont aller taper les orques, ouais, c'est pas mal ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en tout cas, machination. Et après, ce qui se passe aussi, c'est que c'était le vaisseau monde où, eh bien, étant donné que la guerre était omniprésente, chaque civil, en fait, se doit d'être extrêmement compétent. Et là, c'est une armée de métier. C'est-à-dire que la plupart des habitants du vaisseau monde sont les gardiens noirs d'Ultwé, parce que c'est le code couleur. Et puis, ils sont plus compétents que les autres. Voilà, moi, je me rappelle, j'aimais bien, parce qu'ils avaient une CT de 4 à l'époque, il y a de ça quelques temps. Et c'était bien, moi, j'aimais bien ça, Ultwé. Ensuite, on va avoir Aletok. Alors, Aletok, c'est le vaisseau monde des... Alors, à chaque fois, vous avez un aspect un petit peu caricatural qui est lié à chaque vaisseau monde. Donc, c'est les nomades. Donc, typiquement, ce sont les rangers d'Aletok. Ça, c'est ceux qu'on avait le plus. Donc, c'était les troupes qui sont spécialisées dans l'infiltration, la prise d'informations, la reconnaissance, et les guerriers Mirage, ou plutôt les rangers, en fait, c'est ceux qui suivent la voie de l'errance. La voie de l'errance, c'est quand vous êtes un seul et unique Eldar, et vous vous dites, je n'ai pas envie de rester au vaisseau monde, je n'ai pas envie d'être un corsaire, j'ai envie de voyager seul. Alors c'est un risque énorme que très peu prennent, parce que comme vous n'avez pas votre force autour de vous pour ramasser votre pierre esprit, pour la mettre dans le circuit d'infinité, quand vous mourrez, vous partez dévoré par la soifée. Ce qui est un peu très risqué, et que très peu d'Eldar risquent, mais certains quand même prennent ce risque-là. Et l'avantage, c'est que du coup, ça en fait des espions qui peuvent communiquer avec Aletok et redonner en fait des informations en disant « j'ai vu qu'à tel endroit il s'est passé ça ». Et c'est pour ça qu'Aletok a vraiment un très bon réseau d'espionnage. Voilà. Donc, il faut imaginer ça un petit peu comme... alors, le terme, c'est les nomades stellaires, mais sachant que tous les vaisseaux mondes sont forcément des vaisseaux un peu nomades, sauf Ultwé qui tourne un petit peu autour de l'œil de la terreur, même si c'est un petit peu éloigné. Voilà, on peut dire que, bon, allez, vous avez compris l'idée. Alors, Biel-Tan, ça a toujours été le vaisseau monde le plus belliqueux. Eux, énormément de guerriers aspect pour justement faire la guerre. Donc, contrairement à Ultwé, l'idée c'est de se spécialiser, hein, parce que Ultwé, c'était les citoyens deviennent des combattants, mais ne se spécialisent pas. Là, au contraire, on fait énormément de temple aspect pour qu'il y ait énormément de spécialistes du corps à corps, du tir, des aigues-chasseurs, etc., tous les temples aspect. Le fait est aussi que Biel-Tan était le plus belliqueux, parce que eux,
et c'est le nom de Biel-Tan, vient de là, c'est la renaissance de l'Empire Eldar. C'est-à-dire que eux, leur but, c'est de faire reprendre la place qui leur est due, un peu comme les Nécrons, hein, ouais, on s'en rappelle, de reprendre la place qui leur est due, à savoir ceux qui règnent sur la galaxie. Ils veulent reprendre cette place-là, et donc ils défendent de façon vraiment acharnée les mondes exodites, parce qu'ils imaginent que c'est à partir de ces mondes joyaux que la civilisation des Eldar va pouvoir reprendre racine et puis se répandre à travers la galaxie. Donc ils défendent vraiment les exodites qui peuvent aussi se défendre tout seuls, hein, j'en parlerai peut-être pas beaucoup plus, mais par contre on a de plus en plus, mais ça fait déjà des années, donc j'en peux arrêter d'espérer, mais je pense que ça viendra quand même à un moment donné. Parenthèse, c'est que les exodites, on nous en parlait avant, mais pas très concrètement, alors que là maintenant vraiment dans le codex, c'est vraiment une branche très précise, très nette, donc vous savez que les exodites existent, maintenant les exodites n'ont pas de figurines, maintenant il y a beaucoup de figurines de proxy qui existent, parce qu'il faut imaginer, bien sûr, des Eldar sur des gros lézards ou des dinosaures avec des lasers du futur. Donc ça, c'est quelque chose qui, marketingment parlant, parle à pas mal d'entre nous, hein, Dinos Riders Power. Et voilà, donc je pense qu'à un moment donné, oui, les exodites sont tellement remis un petit peu en avant que je ne serais pas étonné qu'à un moment donné, voilà, maintenant qu'on a eu les Inari, qu'on a eu les Arlequins aussi, il faut imaginer aussi une époque où les Arlequins c'était assez légendaire. Maintenant, voilà, les Arlequins, il y a eu beaucoup de sorties, qui des sorties exodites. Ce serait assez cohérent. Voilà, on referme la parenthèse. Donc on revient sur Biel-Tan. Biel-Tan est le vaisseau monde qui a eu beaucoup de changements dans les dernières années. J'allais dire avec la nouvelle version, mais voilà. En fait, Biel-Tan est le vaisseau monde où est apparu l'Incarne. L'Incarne, qui est l'avatar d'Inid, en fait, il s'est nourri des âmes du vaisseau monde de Biel-Tan. Et quand il est apparu, eh bien, ça a fracturé le circuit d'infinité, ça a fracturé Biel-Tan, à tel point que Biel-Tan est en train de dépérir et qu'il y a énormément, alors ça s'appelle des chanteurs de moelle spectrale, c'est les mécaniciens des Eldar, qui cherchent à le faire revivre, parce qu'on peut réparer la moelle spectrale, mais le vaisseau monde, il faut imaginer ça que c'est comme un continent, donc si vous avez, je sais pas combien ils peuvent être, même si vous avez 100, 200 chanteurs de moelle, vous les répartissez sur le continent, vous dites vas-y, répare. Ok, ça va pas être tout de suite. Donc voilà, qu'il y a peu de chances que le vaisseau monde s'en remette. Mais malgré tout, ils ont gardé à cœur de combattre. Et c'est les plus acharnés, ils vont jamais lâcher l'affaire. Mais leur vaisseau monde est fracturé et le circuit d'infinité est endommagé. Donc voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, ils ont eu part prenante vraiment dans tout ce qui s'est passé récemment. Ensuite, on a Yandon. Alors Yandon, eux, ils sont caractérisés par les guerriers fantômes. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont fait attaquer tout simplement par une flotte ruche tyrannide. Alors juste avant, c'était un des vaisseaux les plus peuplés. Par hasard, malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'enfuir devant le passage d'une flotte ruche. Et en fait, cette flotte ruche a dévoré quasiment l'intégralité du vaisseau monde de Yandon. Il n'y a que justement le prince Iriel dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors si je vous raconte un peu vite fait, à un moment donné, Iriel en fait était au sein de Yandon comme un autarque, je pense. Alors, c'est pas un terme autarque parce que ça n'existait pas à l'époque, donc, mais comme le prince voilà, de Yandon. Malheureusement, il voulait plus d'action, donc du coup, il a été un peu mis dehors. Il est devenu corsaire, un petit peu renégat, mais quand il a vu que son vaisseau monde se faisait attaquer, il s'est dit « Allez, je peux pas les laisser mourir », donc il est revenu, il a réussi à triompher, et puis là, plus récemment, il y a eu l'intervention d'Yvren qui a permis de faire renaître plus ou moins Iriel. Voilà, parce qu'avant Iriel, il avait... Alors, je voulais pas en parler, mais c'est vrai que c'est un personnage que j'aime bien. En fait, il avait la lance des... Comment ça s'appelle d'ailleurs cette lance des ténèbres, je crois. Lance des ténèbres ? Non, c'est pas ça, je vais vérifier. Lance du crépuscule. Ténèbres, crépuscule, j'étais pas loin. Et en fait, qui a été... en fait, avant cette lance-là, c'était une lance qui était très puissante, mais qui aspirait en fait sa vie. Donc, c'est ce qui le faisait plus ou moins vieillir et il savait que cet artefact très puissant allait avoir un coût énorme. Et en fait, Yvren, elle a réutilisé toute l'énergie et toute la vie, la vitalité qui était contenue dans la lance du crépuscule pour la replanter dans le cœur de Iriel quand il était décédé et ça l'a fait revenir à la vie.
Donc au final, c'était une sorte de sauvegarde, peut-être on peut imaginer ça comme ça. Et en tout cas, Yanden, maintenant, ce qui se passe, c'est que, étant donné que leur population a été vraiment quasiment décimée, eh bien, ils n'ont plus le choix que de faire intervenir des gardes fantômes. Alors, c'est quelque chose auquel les Eldar, de façon générale, répugnent, parce que c'est simplement déterrer. C'est comme si vous alliez déterrer votre grand-père et dire bah tiens, ce serait bien que tu viennes te battre. Oui, je sais, t'as donné ta vie déjà et tout. Ouais, tu voulais te reposer et tout, mais bon, écoute, ouais, on a besoin de toi quand même. Et en fait, c'est vraiment cette image-là. Les Eldar répugnent. Il n'y a vraiment que dans des cas extrêmes, quand ils ne peuvent vraiment pas faire autrement, qu'ils vont demander l'aide de leurs ancêtres. Par contre, sur Yanden, eh bien, étant donné qu'ils n'ont pas vraiment le choix, étant donné qu'il n'y a plus vraiment de combattants, eh bien, ils font appel évidemment assez souvent aux guerriers constructs. À noter aussi que les guerriers constructs, ils ont une vision qui est assez parcellaire de la réalité, parce que comme ils sont et dans le monde des vivants et dans le monde des morts, ils ont du mal à se représenter les choses. Par contre, ils peuvent visualiser les âmes, les sentiments, mais voilà, ils ne sont pas très aptes à distinguer la réalité, et c'est pour ça qu'ils sont souvent accompagnés de spirites. Les spirites sont simplement des prophètes qui sont spécialisés dans la communication avec les morts, et qui sont là pour magnifier un petit peu cette perception pour qu'ils puissent se rendre un peu plus compte de la réalité, prendre pied dans la réalité et interagir de façon beaucoup plus efficace, en étant plus rapide, en étant assez proche des réflexes qu'ils avaient quand ils étaient encore vivants, etc. Ensuite, bien sûr, on a Seman. Seman, vous devez le connaître parce que c'est celui qui a été, je pense, dans les plus représentés dans le code couleur Games Workshop, qui était mis le plus souvent en avant. Dès que vous aviez des véhicules, forcément, c'était vers Seman, donc c'est les rouges. Faut vraiment imaginer ça comme des tribus assez claniques, avec vraiment ce côté, il n'y a pas d'instance vraiment dirigeante, mais plutôt c'est des groupes, un peu comme des nomades. Alors, ils sont aussi nomades, mais là, c'est vraiment un peu les riders. Si vous aimez le trip, les bikers, c'est exactement Seman. Voilà. Donc, en termes de lore, il n'y a pas eu énormément de choses très présentes avec eux récemment, mais voilà, on peut imaginer que il y a des choses qui vont exister. Ensuite, il y a d'autres vaisseaux mondes qui sont un peu plus mineurs et qui sont des ajouts assez récents au lore. Alors, il y a eu Altanzar. Altanzar, c'était le vaisseau monde où est apparu Mogunra, le seigneur phénix des faucheurs noirs, et la petite particularité, c'était que ce vaisseau monde avait été happé par le warp. Et en fait, tout le monde pense que... il y a des doutes en fait sur ce vaisseau monde, parce qu'étant donné que ce vaisseau monde est ressorti du warp, tout le monde se dit, tous les autres Eldar en fait sont très méfiants, parce qu'ils se disent, c'est pas possible, ils doivent être possédés, ou alors ils doivent agir pour le chaos, ils ont été pervertis, etc. Alors qu'en fait, a priori non, et au contraire, ils ont fait énormément de sacrifices pour réussir à triompher. Ce sont des adversaires vraiment très 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 puissants contre le chaos, pour lutter contre le chaos, mais voilà, bien sûr, il y a la méfiance, parce qu'ils viennent du Warp, voilà. Ensuite, il y a eu Ybrasil. Alors, Ybrasil, ça fait un peu Brésil, ouais, un petit peu. Le code couleur, c'est un petit peu ça. Après, il y a beaucoup de femmes, donc c'est le vaisseau monde plutôt féminin, voilà, avec beaucoup, bien sûr, de Banshee, parce que les Banshees, c'est un peu le guerrier aspect qui se rapproche le plus qui a le plus l'image un peu féminine, et ça va pas beaucoup plus loin en termes de lore. Alors, il a été un peu mis en avant. Je sais pas quelles sont vraiment les origines. Je me demande si à l'origine, c'était pas quelqu'un qui... Alors, je me rappelle plus exactement, mais de ce que je me rappelle comme ça, j'aurais tendance à dire que c'était quelqu'un de chez Games Workshop qui avait voulu faire son vaisseau monde et qu'il a été intégré au lore. Comme ça. C'est des choses qu'on a déjà vécues, et je pense que c'est un petit peu ça. Et il y a ce côté un peu Brésil, voyez, un peu les couleurs, etc. Voilà. Bon, en tout cas, il existe, Ybrasil. Alors après, il y a Luganats, mais j'ai pas beaucoup d'infos dessus, donc ils ont dû apparaître dans une campagne ou quoi que ce soit, donc c'est pas trop. Simplement, ce qu'on nous dit là, c'est qu'ils ont beaucoup de relations avec les Drukhari, même s'ils sont pas forcément copains, mais en tout cas, ils se cachent un peu dans la toile pour interagir un petit peu, donc ils sont entre les deux, ils ont pas coupé les ponts complètement, mais ça arrive de rentrer en conflit. Et puis après, on a Imlock. Alors Imlock, lui, il a été créé dans les Impériales à la mort avec Forge World, parce que on avait cette
merveilleuse époque où les Eldar avaient énormément de grosses pièces pour jouer à Apocalypse. Et on avait, bien évidemment, Titan Fantôme, Titan Revenant, le Cobra, le Cobra qui est, le Cobra type 2, le Scorpion type 2, le Vampire Raider, le Vampire Hunter, toutes ces figurines colossales qui étaient chez Forge World. Et en fait, à un moment donné, Forge World a créé son propre vaisseau monde qui est Imlock. Et voilà, donc là, on nous dit simplement que, bien sûr, ils ont beaucoup de grosses créations de véhicules, donc ce sont les forgerons, etc. Voilà. Après, c'est bien de les avoir justement comme ça dans le codex, mais voilà, peut-être qu'ils vont avoir une place de plus en plus grande, intervenir, et puis c'est aussi des vaisseaux mondes qui sont peut-être un petit peu plus faciles à sacrifier, vous voyez, parce que sacrifier Biel-Tan, comme on l'a fait dans Gathering Storm, c'est au prix de dire, oui, mais en fait, ils sont pas morts, ils sont là, mais c'est compliqué, leur vie est difficile, mais ils sont là, c'est un petit peu comme Cadia, en fait. Cadia est détruite, mais les Cadiens sont toujours là, Cadia stand, et en fait, un vaisseau comme peut-être Yggdrasil, peut-être, ou un autre, hein, peu importe, c'est plus facile de le faire disparaître parce que les gens ils sont moins rattachés parce qu'il y a moins de gens qui ont fait une armée Yggdrasil. Voilà, en tout cas c'est mon avis. Hein. Donc pourquoi pas faire disparaître quelque chose, c'est toujours, je pense que ça donne beaucoup plus de... J'en ai déjà parlé beaucoup, mais quand vous regardez du Trône de Fer, la série par exemple, vous vous dites n'importe qui peut mourir à n'importe quel instant, et du coup on s'attache plus en fait au personnage. Alors qu'une série où vous dites, bon, il n'y a aucune chance que le personnage, meure, du coup, même dans des situations incroyables, oh, MacGyver est enfermé, il va mourir, oh, mais comment va-t-il faire? Je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il va s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans le Trône de Fer, vous savez pas, et en fait, votre personnage que vous pensez être un personnage principal, il meurt. Incroyable, donc... Voilà, bon, j'ai un petit peu dérivé, mais vous avez l'habitude. Alors même si je sais que vous aimez bien les vidéos longues, faut bien terminer. Donc on va terminer sur les Inari. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus récente du lore et qui est la plus intéressante pour moi si vous voulez, dans ce codex, trouver comment la civilisation Eldari a évolué, quelles sont les dernières nouvelles au niveau du lore Eldari. Donc, le principe, c'est que déjà à la base, les Inari, donc c'est-à-dire ceux qui sont guidés par Ivren, qui pensent que Enid va sauver la civilisation des Eldar, eh bien, c'était déjà une faction qui était un petit peu dissidente. Malgré tout, ils réussissaient à trouver des soutiens aussi bien des corsaires, des Eldar des vaisseaux mondes, que des Drukhari, que des Arlequins. Et ça fait quand même un beau melting pot, parce qu'en fait, les Craftworld et les Drukhari jamais s'alliaient, sauf que là, pour Enid, ils se sont dit, allez, on met de côté nos rivalités, parce qu'on veut que Enid naisse pour sauver notre civilisation. Et en fait, c'était une voie qui était assez présente et qui semblait vraiment très bonne. Le premier à avoir cru à l'existence d'Enid, c'est Eldrad Ultran, encore une fois, qui a cherché à créer Enid. Il a échoué, encore une fois, 4e référence, vous pouvez toujours aller voir la vidéo. Hein. Si vous cliquez en haut à droite, normalement vous cliquez, vous avez le lien vers la vidéo qui apparaît, même si le petit bandeau n'apparaît pas tout le temps. Le fait est que, passage aussi, c'est que Jenzar a vraiment cru aussi à Enid. C'est-à-dire qu'elle a rejoint justement Ivren dans son combat, et en fait, Eldrad Ultran, lui, il a sacrifié un peu tout le pouvoir qu'il pouvait avoir sur Ulthué pour triompher, plus ou moins, donc il était prêt à renier un peu, à renier, mais à abandonner en fait tout ce qu'il avait, parce que c'était le plus grand prophète de la race Eldar, le dirigeant écouté au conseil des grands prophètes, sur son vaisseau monde, il a laissé tout ça pour son grand œuvre, qui était justement la naissance d'Enid, faire renaître Enid, ou naître Enid, qui n'avait pas existé avant. Mais, force est de constater que, voyant que ça n'avait pas fonctionné, Eldrad Ultran s'est désolidarisé des Inari. C'est-à-dire que maintenant, il est retourné au sein du vaisseau monde d'Ulthué, et alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on nous dit que Ulthué l'avait banni, évidemment, parce qu'il avait fait des choses qui n'étaient pas acceptables. En fait, pour rentrer un peu dans les détails, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont, avec les Inari, ils ont récupéré... Alors, là, ça demande à raconter un peu de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que les grands prophètes, comme ils communiquent beaucoup avec les pouvoirs psychiques, au bout d'un moment, ils perdent aussi pied avec la réalité, et leur corps, en fait, perd de son côté matériel pour se transformer en cristal. Et qu'au bout de leur vie, tout simplement, ils deviennent des statues de cristal qui rejoignent en fait le circuit d'infinité. Et que vous avez comme ça la forêt des grands prophètes, donc une forêt de statues de cristal qui sont des anciens grands prophètes. Et les Inari ont
subtiliser quelques petits grands prophètes par-ci par-là pour utiliser en fait leur corps comme une sorte de générateur pour créer Enid, et voilà, et c'est ce qui a créé aussi l'Incarne et ainsi de suite. Et bien évidemment, quand on vole vos ancêtres grands prophètes, forcément, c'est un peu mal vu. Mais malgré tout, en temps de grand péril, Ulthué ne peut pas se passer d'Eldra l'Ultra, donc ils ont accepté, etc. De l'autre côté, on a aussi Genzar. Genzar qui est une seigneur phénix qui tient à la vie en fait de ses enfants, les Eldar, et le fait que Yvraine soit prête à sacrifier aussi facilement des vies et des âmes Eldar pour ce but ultime, certes la naissance d'Enid, mais elle trouve que Yvraine en fait n'obtient pas de résultats rapidement et va trop loin. Donc elle-même s'est désolidarisée. Ce qui se passe aussi, c'est qu'au sein des factions des Drukhari, des Arlequins qui avaient rejoint les Inari, c'est un peu le même sentiment. Et autant à un moment donné, moi ça me donnait vraiment l'impression que c'était à Gathering Storm, c'était vraiment énorme, c'était les Inari, c'était oui voilà, on a une solution pour lutter contre Slaanesh, quelque chose de cohérent, de réel, avec des vrais résultats à un moment donné. Là, le fait est qu'on nous dit en fait dans le lore que toute la race des Eldar trouve, dans son ensemble, c'est-à-dire Drukhari, Arlequins, Corsaires, etc., trouve que Yvraine n'a pas les résultats, donc il pense que c'est peut-être pas la bonne chose à faire et qu'on va retourner sur la voie du Rana d'Andra, de la fin avec les seigneurs phénix, et que c'est sans doute ça qui va prévaloir, et voilà. Et on en reste là, donc on sait juste que les Inari sont plutôt en déclin, voilà, donc est-ce qu'il va y avoir un rebondissement? Moi je pense que forcément à un moment donné peut-être va y avoir un rebondissement, parce que vous savez, on a toujours ce schéma assez classique qu'on a dans les séries, les films, etc., où vous avez un nouvel héros qui apparaît, on montre qu'il a beaucoup de potentiel, Yvraine incroyablement beaucoup de potentiel, elle fait réapparaître, elle crée un avatar d'un nouveau dieu, etc. Et puis il y a un moment donné où il faut casser en fait ça, il faut casser cette ascendance, il faut casser le personnage pour qu'on fasse « Oh la pauvre, oh les Inari, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis après, comme ça, quand elle est vraiment en dessous du dessous, là, à un moment donné, elle se transcende et bim, Enid apparaît. Et en fait, au final, il fallait croire en elle, elle a su triompher, etc. Ça, ce schéma, vous le retrouvez tout le temps dans... je sais pas combien de pourcents d'œuvres de tout ce qui a été créé par l'humanité, mais on a toujours ce schéma de une cassure, et puis après, hop, on repop. Et là, on est vraiment dans ce moment de la cassure, parce que Yvraine se trouve isolée, il y a beaucoup d'Arlequins qui la soutenaient, qui ne la soutiennent plus, des Eldar, des vaisseaux mondes, des Drukhari, des Corsaires qui ne la soutiennent plus, et les Inari perdent comme ça un petit peu de leur puissance, et elle est dans cette voie un petit peu sans issue, où elle a essayé de donner vraiment le maximum, de faire le maximum de sacrifices, et que ça ne suffit pas. Donc la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de sacrifier l'ensemble des Eldar. Parce que la prophétie, c'est vraiment, quand le dernier Eldar mourra, Enid apparaîtra. Voilà. Donc c'est ça qu'on arrive sur la fin de cette vidéo. C'est sûr que vont donner les Inari. Moi, je continue à penser que c'est quelque chose qui a vraiment sa place. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, il va y avoir un rebond, forcément, quand tu touches le fond, on rebondit. Donc, ça peut être une voie qui est assez intéressante. Après, vraiment, la question, c'est quelle voie sera privilégié dans le lore qui va sans doute se développer. Bon allez, on arrête là, la vidéo était déjà assez longue comme ça. J'espère qu'on aura vraiment l'occasion de reparler des Inari, des Eldar de façon globale avec le lore qui va être en développement. Je pense qu'il y aura bientôt une grande campagne, il y a toujours des campagnes comme ça un peu en début d'année qui donnent le ton aussi de l'avancée du lore, ou alors une grosse série de campagnes comme Psychic Awakening ou comme comment ça s'appelle, les Arches Fatidiques, ça c'était top, les Arches Fatidiques, vraiment j'ai beaucoup apprécié. Peut-être qu'il va falloir attendre le changement de version. Est-ce que le changement de version sera tous les 3 ans encore comme on a l'habitude ou pas? Je sais pas, ça nous fait plein de questions, mais en tout cas ça nous fait plein de choses à discuter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez plu, le like c'est important, le commentaire ça fait toujours plaisir, et puis vous pouvez passer par Tipeee pour dire merci, vous pouvez passer aussi par vos achats sur MyWePlace avec le lien qui sont dans la description. Voilà, allez, on se donne rendez-vous dans une prochaine, à la semaine prochaine, bye bye, salut.